Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Après la mise en garde à vue du patron d'Orange, ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy, l'État confirme qu'il se constitue partie civile dans l'affaire Tapie. Nouveau plan social sévère dans l'industrie. 700 emplois supprimés à Joué-les-Tours chez Michelin, qui va néanmoins continuer à investir en France. Réaction modérée du gouvernement. La taupe qui a révélé le vaste programme de cybersurveillance en vigueur aux États-Unis se dévoile. L'ancien agent de la CIA, Edward Snowden, 29 ans, dit avoir brisé le secret pour dénoncer les atteintes aux libertés publiques. Et ce sera le grand dossier du 19 h ce soir. Sommes-nous tous espionnés, tous concernés par l'espionnage officiel des communications au téléphone et sur Internet au nom de la lutte contre le terrorisme? Barack Obama assume: on ne peut pas garantir 100% de sécurité, dit-il, et 100% de vie privée. Stéphane Richard, patron d'Orange et ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, ministre de l'économie, a été placé en garde à vue donc ce matin. Le même sort a été réservé à Jean-François Rocky, l'ancien président du consortium de réalisation chargé de solder le passif du Crédit Lyonnais. Ce nouvel épisode dans l'enquête sur l'arbitrage contesté ayant mis fin au contentieux entre la banque et Bernard Tapie a été suivi de la confirmation que l'État allait se porter partie civile. Jérôme Rabier. Qui a pris la décision de l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie? Pourquoi ne pas s'être opposé à cette procédure? Et y a-t-il eu un ordre de l'Élysée? Voilà les questions auxquelles Stéphane Richard doit répondre depuis ce matin dans les bureaux de la brigade financière. L'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, désormais à la tête de l'opérateur téléphonique Orange, est entendu sous le régime de la garde à vue, avec une possible mise en examen ou le placement sous statut de témoin assisté, qui pourrait le fragiliser à la tête d'une entreprise où l'État est encore actionnaire à hauteur de 27%. Le Canard enchaîné de la semaine dernière affirme que Stéphane Richard a reconnu une demande très claire de l'Élysée, transmise par Claude Guéant, alors secrétaire général de la présidence, lors d'une réunion en 2007. Une version démentie depuis par le patron d'Orange, mais cette rencontre semble intéresser les enquêteurs puisqu'un autre acteur du dossier présent à cette réunion est également actuellement en garde à vue, Jean-François Rocky, président de la structure chargée de solder les passifs du Crédit Lyonnais, a lui aussi validé la procédure de l'arbitrage qui avait octroyé plus de 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Face aux doutes qui s'élèvent de plus en plus autour de ce dossier, l'État va se constituer partie civile et ainsi tenter de s'assurer que les contribuables français n'ont pas été lésés dans cette affaire. Claude Guéant, évoqué à l'instant, a touché 10 000 euros en liquide par mois entre 2002 et 2004 comme directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Argent puisé dans les frais d'enquête des policiers, et alors que la pratique des primes de cabinet n'avait plus d'existence légale. Manuel Valls avait demandé il y a quelques semaines une enquête administrative après les explications avancées par Claude Guéant lors de la découverte chez lui de plusieurs factures en liquide. Le ministre de l'Intérieur précise ce soir qu'il va transmettre ce rapport administratif à la justice. Révolte à Joué-les-Tours en Indre-et-Loire après l'annonce de 700 suppressions de postes chez Michelin. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Les salariés se sont rassemblés spontanément face à ce nouveau revers industriel. Les réactions du gouvernement ont été modérées. Arnaud Montebourg jugeant ainsi que pour la France, le global reste positif chez Michelin. Mounir Soussi. Les salariés ont accueilli la nouvelle par un débrayage. À l'usine de Joué-les-Tours, l'annonce par la direction de Michelin de la suppression de 700 postes est tombée comme un coup près. Après le choc, c'est l'amertume qui domine. Ouais, les bimadom, j'en veux plus. Ils sont trop malhonnêtes. Ils n'en ont rien à foutre de la détresse des gens et là, c'est plus possible. Sur les 930 emplois que compte le site, 200 postes vont être maintenus et des départs en pré-retraite et des mutations seront proposés aux autres. La production de cette usine de fabrication de pneus destinée aux poids lourds va être transférée à La Roche-sur-Yon où 170 postes doivent être créés. Une stratégie incompréhensible pour les salariés. Il faut qu'ils nous prouvent par A plus B que l'usine ne va pas bien et qu'une fermeture est nécessaire. Mais quand on fait des millions et des millions de bénéfices, on peut se permettre de continuer une activité sur le site de Joué-les-Tours. Ça fait 50 ans que ça existe, Joué-les-Tours. Michelin annonce dans la foulée un plan d'investissement de 800 millions d'euros dans l'Hexagone sur la période 2013-2019. Même s'il évoque une déflagration pour les salariés de Joué-les-Tours, Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, juge dans l'ensemble globalement positif le déploiement de cette enveloppe pour l'activité en France. Ce matin, des salariés en colère ont menacé de brûler l'usine.
Le ministre de l'économie Pierre Moscovici a appelé à éviter tout dérapage et assure que 3 ministères seront mobilisés sur le dossier. Les 2 offres de reprise de la chaîne Virgin, imprécis et insuffisantes pour les syndicats, ont été rejetées aujourd'hui par le tribunal de commerce de Paris. La liquidation judiciaire semble maintenant inéluctable. Le PS, qui voit sa majorité absolue grignotée à l'Assemblée nationale après la perte de 2 nouveaux sièges lors des élections législatives partielles à l'étranger, va arrêter dimanche sa ligne européenne. Le seul texte proposé au vote des militants a été celui de la direction, mais l'aile gauche fait valoir le succès de ces amendements pour revendiquer une part de la victoire. Explication de Camilla Campusano. Division du PS autour de l'Europe et de sa politique de rigueur. Une politique remise en cause par les amendements déposés par l'aile gauche du parti. Des articles qui n'auraient pas recueilli plus de 28% des voix, un résultat vivement contesté. Et qu'on a parlé de fraude, etc. Attention, toujours ces banalisations, l'orientation majoritaire est exprimée par un chiffre sans appel majoritaire, avec 90% des militants qui ont voté oui. Aucun doute sur le suffrage. C'est l'interprétation et la méthode de calcul qui posent problème. Les abstentions et les votes contre ont été rassemblés, réduisant fortement l'impact des voix en faveur des amendements. Eh bien, on a inventé une règle du jeu qui est grotesque, qui est farfelue et qui n'honore pas ceux qui l'ont inventée. Qui l'a décidé? Je ne sais pas. Quand est-ce que ça a été décidé? Je ne sais pas non plus. Et c'est le problème dont on discute aujourd'hui. Un sujet d'autant plus sensible que ces amendements pourraient déranger. Ils touchent à la politique européenne. Ils proposent notamment de geler le pacte de stabilité budgétaire ou de rendre la Banque centrale européenne responsable devant les États membres. Une position ferme, justifiée par ses défenseurs. Ils vont dans le sens de ce qu'a commencé à faire François Hollande. Il a mis le pied dans la porte. Nous, les socialistes, on aidait à pousser cette porte. Voilà, davantage. Et là, on s'en prive, donc je trouve ça un petit peu fort de café. Malgré ce bras de fer interne, les socialistes se félicitent du haut taux de participation. 55 000 militants ont voté le texte. Et dimanche, Public Sénat diffusera la convention du Parti socialiste sur l'Europe. Un nouveau cas de maltraitance de personnes âgées particulièrement choquant. Le cadre en a été l'hôpital de Gisors dans l'Eure. Il est reproché à des aides-soignantes d'avoir photographié des patients dépendants dans des situations dégradantes et humiliantes. La ministre des Personnes âgées, Michèle Delaunay, évoque ce soir un acte inacceptable mais isolé. Et elle rappelle que la maltraitance ordinaire est l'un de ses combats. Louis Sibyl. Sous-estimée et tabou, la maltraitance des personnes âgées englobe une réalité complexe. Aux violences physiques et psychiques s'ajoutent de simples négligences dans les soins qui peuvent grandement porter atteinte à la dignité. C'est ce qu'on appelle la maltraitance ordinaire. Aldo Saluar préside un regroupement d'associations d'aide aux familles de malades. Il reçoit plusieurs plaintes par semaine. On arrive malheureusement à des exemples pas tellement délicats de la part de certains personnels où on va dire, la personne dit écoutez voilà je voudrais pouvoir, etc. Ça fait rien, vous avez votre couche, vous faites dedans. Des petites choses comme ça qui sont, je manque vers un manque total, parfois, d'humanité. Contrairement aux idées reçues, ces maltraitances sont le plus souvent commises à domicile et majoritairement sur les femmes. Mais elles ne sont le plus souvent pas volontaires, c'est tout le problème. Le personnel de santé manque parfois de temps pour prodiguer pleinement les soins. Il peut y avoir des cas de maltraitance, je l'évoquais, par surcharge de travail. Et là, bien sûr, la première attitude à avoir, c'est d'améliorer le nombre de personnel autour des personnes âgées en établissement. Un numéro créé par le ministère de la Santé existe pour témoigner de toutes les maltraitances petites ou grandes. C'est le 39 77. 2 nouveaux cas suspects signalés ce soir après l'erreur de conditionnement du diurétique furosémide du laboratoire Teva. Après la mort d'un homme de 91 ans ce week-end à Marseille, l'ensemble des lots du médicament font désormais l'objet d'une mesure de rappel générale, donc par mesure de précaution.
L'Élysée a annoncé aujourd'hui la création d'une inspection des services de renseignement, une instance qui était réclamée par les parlementaires. Aux États-Unis, l'onde de choc se propage après la révélation d'un vaste système de surveillance des communications sur Internet et également sur les réseaux téléphoniques. Un programme baptisé PRISM, tenu secret par la toute-puissante agence américaine d'espionnage NSA, et l'auteur de la fuite est un ancien agent de la CIA qui a pris la fuite à Hong Kong il y a quelques semaines déjà. Nathalie Guilluard. Conversations, photos, vidéos, courriels. Aux États-Unis, tout serait surveillé par l'Agence nationale de sécurité. À travers un programme secret, le PRISM. Sont concernés les sites de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube et Skype. 2 journalistes du Guardian ont révélé le visage de l'homme qui a fait fuiter des informations sur le programme américain de surveillance des communications. La taupe, à 29 ans, c'est un ancien de la CIA qui travaillait à la NSA, l'agence de sécurité. Même si vous ne faites rien de mal, vous vous faites observer et enregistrer, et la capacité de stockage de ces systèmes augmente tellement chaque année qu'on en arrive à un point où vous n'avez même pas besoin d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Au niveau de l'Union européenne, l'histoire ne pourrait pas se répéter, car tout est régulé au niveau national. Au niveau de l'Union européenne, on n'est pas au courant d'un programme PRISM en France. Mais après, comme je vous dis, les questions de sécurité nationale, c'est pas du tout l'Union européenne qui s'en occupe. Vous êtes citoyenne française résidant en France, c'est le juge national français qui devra décider si oui ou non ces données peuvent être transférées. Pour autant, la question de la protection des données personnelles se pose plus que jamais, car en Europe, la seule législation existante date de 1995, avant l'ère Facebook. Mais jeudi dernier encore, les États membres de l'UE ont recalé un projet de réglementation européenne. Et avec nous, donc, pour débattre de cette question, est-ce que nous sommes tous espionnés? Est-ce qu'il faut tous craindre pour nos libertés publiques? François Bernard Huyghe, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de cyberstratégie. À vos côtés, Jérémy Zimmerman, qui est cofondateur de la Quadrature du Net. Bonsoir. Avec nous également Olivier Kempf, spécialiste également de cyberstratégie et conseiller éditorial de la revue Défense nationale. Et nous consulterons également dans quelques minutes Jean-Marie Bockel, sénateur centriste, qui a justement rédigé tout récemment un rapport sur la cyberdéfense. Alors d'abord, dites-moi, messieurs, si vous considérez qu'Edward Snowden est un héros. Est-ce que vous lui dites chapeau pour ses révélations et puis ses motivations qu'on a rappelées? Il veut, dit-il, alerter les citoyens américains, et peut-être pas seulement donc, des menaces qui pèsent sur les libertés publiques. Monsieur Huyghe. Ah oui, tout à fait. Et il me rappelle quelqu'un qui était Ellsberg, c'est-à-dire l'homme qui avait révélé les papiers du Pentagone dans les années 70. La différence est que quand Ellsberg, que Richard Nixon n'a pas réussi à faire condamner, entre parenthèses à l'époque, a fait ça, il a dû passer des nuits à la photocopieuse pour photocopier 70 000 documents, tandis qu'aujourd'hui, il suffit d'une clé USB pour devenir ce qu'on appelle un whistleblower. C'est-à-dire un lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, exactement. Voilà, très bien. Alors on s'interroge quand même sur son avenir aujourd'hui. Jérémy Zimmerman, il a pris la fuite à Hong Kong. Il se dévoile, il s'explique longuement quel est son avenir désormais. Alors, il le dit très bien lui-même, jusqu'à la fin de sa vie, quelle qu'en soit sa durée, il aura à craindre les conséquences de son acte, mais pour remonter plus proche de nous dans le temps que Daniel Ellsberg, il fait surtout penser à Bradley Manning, ce soldat de l'armée américaine, dont le procès a commencé depuis le 3 juin, dans une indifférence assez générale des médias, et alors que les deux semblent animés d'un même sentiment de justice et de démocratie, qui leur fait honneur. Olivier Kempf, est-ce que vous êtes, comme nos deux amis, sur la même ligne ou est-ce que vous apportez un bémol dans tout ce qu'on dit? Je suis plutôt sur la même ligne. Ouais. La notion de héros que vous avez prononcée, on peut la mettre en question. En revanche, ce qui est certain, c'est que sur le destin de cet individu, sa vie va changer. Il peut être, entre guillemets, et officiellement libre, mais pensez à Julian Assange, celui qui a organisé le Wikileaks, le fameux Wikileaks, donc la fuite des télégrammes diplomatiques américains. Il est libre officiellement, mais entre quatre murs, dans une ambassade colombienne à Londres, et il n'a pas le droit de sortir, donc c'est une prison dorée. Est-ce que vous êtes quand même surpris de son propre accès, là je parle d'Edward Snowden,
à des documents donc ultra confidentiels, qu'il a donc transmis, je le rappelle, au Washington Post et au Guardian à Londres, alors qu'il n'occupait apparemment qu'un rang modeste. C'est quand même très étonnant. Non, enfin, je dirais que c'est pas le moins du monde, parce que c'est la logique même du système. Dans le système américain, il y a des millions de documents qui sont classifiés, et donc plus vous avez de secrets dans vos ordinateurs, plus il vous faut de milliers d'opérateurs ou de sociétés de sous-traitance pour gérer ces millions de données. L'agence qui organise tout ça, qu'on dit très puissante, la NSA, qui est une machine implacable, semble-t-il, avec des ramifications électroniques planétaires, elle embauche un type, là, et puis elle lui donne accès à des tas de documents confidentiels. C'était le cas de Bradley Manning, auquel nous faisions allusion, qui était juste en première classe. Imaginez, il n'était même pas caporal, première classe. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de recrutement, là? Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pensons que le cyberespace est quelque chose d'exclusivement technique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il manie du matériau qui est mis en œuvre par des humains, et pour manier ces matériaux, tout ne se fait pas automatiquement. Vous avez des hommes. Et donc, nous disons souvent, nous, les spécialistes de cybersécurité, que la principale faille se trouve entre la chaise et le clavier. Voici un exemple de faille entre la chaise et le clavier. Effectivement. Alors donc, Jean-Marie Bockel est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre, sénateur et, je le disais, auteur de rapports sur la cyberdéfense. Est-ce que vous êtes choqué par ces révélations? Est-ce que vous êtes également choqué par les explications avancées par Barack Obama, qui justifie le système qui a été mis en place, d'ailleurs pas sous son mandat, ça vient quand même des années Bush, et qui explique, si on veut garantir une sécurité à 100%, contre le terrorisme évidemment, on ne peut pas garantir les libertés publiques à 100%, et la vie privée plutôt, c'est son expression, à 100%. Oui, je ne suis pas surpris en tout cas. Je pense qu'il faut dans cette affaire être ni dans l'anecdotique, ni dans la paranoïa ou dans la théorie du complot, mais pas non plus dans la naïveté. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai rencontré les gens de la NSA. On est au fond avec aujourd'hui les enjeux de cyberguerre. Vous savez qu'Obama parlait de cyber Pearl Harbor il y a encore quelques semaines. On est évidemment un peu dans la théorie des grandes oreilles, c'est-à-dire que tous les moyens sont déployés et à partir de là, le respect d'un certain nombre de règles, on a beau dire, ça n'est pas si facile à contrôler. Or, nous, aujourd'hui, nous, Européens, nous, Français, sur un sujet qui est un sujet de souveraineté, c'est un sujet qui concerne notre sécurité, pas simplement notre défense nationale, mais également nos entreprises, la vie de tous les jours des gens, par rapport à l'espionnage, par rapport aux escroqueries, par rapport à la criminalité, par rapport à demain ce qui sera peut-être une cyberguerre, eh bien, nous aussi, nous avons des capacités offensives, bien entendu, mais nous le faisons dans le respect d'un certain nombre de règles. Or, aujourd'hui, si l'Europe est en train de mettre en place une stratégie, ça mettra du temps, croyez-moi, mais au moins, il y a un début de stratégie depuis maintenant quelques semaines, c'est pour qu'on puisse s'asseoir autour de la table avec les Américains, les Russes, les Chinois, pour que demain, il y ait une règle du jeu. Moi, je ne suis pas un naïf. Je sais bien qu'il y aura toujours des exceptions à la règle, mais en même temps, je suis un citoyen, comme tout un chacun, et je considère que par rapport à la vie privée de chacun, par rapport au respect, il faut qu'on mette en place, et on peut le faire technologiquement, un certain nombre de règles, parce que là, c'est du grand n'importe quoi, et je pense qu'Obama en a tout à fait conscience. Alors vous dites... C'est un scandale qui n'arrive pas au bon moment, et pourtant, derrière, il y a effectivement des enjeux de cybersécurité. Il y a effectivement besoin de disposer d'un certain nombre de moyens de contrôle, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Vous savez, les moyens américains, par rapport aux efforts que nous faisons en France et en Europe, c'est X fois plus. C'est une puissance qu'on n'imagine pas en capacité d'intrusion. Et puis, vous n'avez pas parlé d'un autre sujet. C'est la situation dans laquelle se retrouvent aujourd'hui un certain nombre de grandes sociétés qui sont également présentes au quotidien chez nous et qui ont été en quelque sorte volontairement ou non, instrumentalisées, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, etc. Elles sont présentes chez nous aussi, ces entreprises. Alors justement, et quand je parle de règles du jeu, ça doit les concerner également. On ne peut pas continuer à faire n'importe quoi et en même temps, on doit assurer notre sécurité. Vaste sujet. Absolument. On le poursuit avec nos invités. Merci encore, Jean-Marie Bockel. Et là, vous mettez le doigt effectivement sur les grands acteurs que l'on côtoie tous les jours sur Internet, Google, Facebook. Alors,
Vous vouliez réagir sur l'implication de ces grandes sociétés. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Même avant ça, alors déjà non, ça c'est sûr. Mais elle a bon dos, la cyberguerre. On les utilise en permanence. Écoutez, j'aimerais juste réagir sur la cyberguerre. Ça fait partie de cette logique plus ou moins paranoïaque où depuis le 11 septembre 2001, on est dans un état de guerre permanente contre un ennemi invisible qui est partout. Mais on vit dans un monde d'insécurité. Mais c'est précisément cette instrumentalisation de la peur qui a conduit depuis plus d'une dizaine d'années à des lois toujours plus répressives qui étendent le pouvoir de ces agences au-delà de tout contrôle citoyen et de tout contrôle démocratique. Donc oui, il est urgent de débattre publiquement de ces questions-là. C'est pour ça que définir des règles, comme le disait le sénateur. Après, je suis d'accord avec l'intervenant. J'ai proposé dans mon rapport que vous avez cité que nous ayons en France, notamment sur la capacité offensive, une doctrine. Alors vous allez me dire, une doctrine, c'est pas le contrôle de l'opérationnel, mais c'est au moins un point de départ. Parce que je pense qu'il ne faut pas, en effet, tomber dans la paranoïa, et en même temps, il y a des vrais risques. Donc, dans une démocratie, il y a un chemin à trouver, et c'est maintenant une priorité. Alors, c'est une priorité, je rappelle. Et à ce moment-là, on pourra également, vis-à-vis des Américains qui ont besoin de nous, faire passer un certain nombre de messages. Alors que si on n'est pas dans le sujet, eh bien, on ne pèse pas. Ça vaut sur le plan technologique, avec notamment certains équipements, comme les routeurs de cœur de réseau, par lesquels toutes ces informations dont on vient de parler, y compris nos messages SMS, des photos, etc., passent, que ce qu'on fait au niveau européen, mais ça passe aussi naturellement au niveau stratégique par le fait qu'il y ait enfin de vraies conventions internationales que les États-Unis n'ont pas. Les règles que vous réclamez, vraies règles du jeu. Jean-Marie Bockel, ces règles que vous réclamez, on parlait de Google, de Facebook et autres, alors Monsieur Wig, vous nous dites on ne peut pas leur faire confiance. Premièrement, on ne peut pas leur faire confiance. Deuxièmement, elles sont d'une hypocrisie invraisemblable. Rappelez-vous les cris d'horreur qu'a poussé Google en 2010 quand ils ont fait semblant de découvrir que les autorités chinoises allaient regarder dans leur compte Gmail. Alors, il y a une dimension droit de l'homme dans tout ça, il y a une dimension stratégique, il y a aussi une dimension économique, car à la fois ce sont des grands acteurs du net qui roulent pour leur pays et qui sont dans des accords politiques avec la Maison-Blanche, et en même temps c'est un risque économique pour la France, car si vous pouvez surveiller des données touchant à l'espionnage, vous pouvez également surveiller des données touchant nos entreprises. Quelqu'un autour de la table peut nous expliquer comment on est surveillé concrètement, à la fois sur Internet, qui veut le dire? Il y a une question qui est fondamentale là-dedans, c'est la question de la centralisation de nos données. Les gens ne se posent pas la question avant d'aller chez Google, chez Facebook, et de signer des contrats avec ces entreprises sans comprendre les réalités technologiques. Et signer sans comprendre les réalités technologiques, c'est comme signer un contrat sans savoir lire. Et en réalité, on est en train d'accumuler les plus grosses masses de données jamais imaginées. On fait un pari sur le futur de ce qu'il adviendra de toutes ces données dans 5 ans ou 10 ans. C'est attentatoire à notre vie privée, puisque c'est nous-mêmes qui mettons tout sur la toile, volontairement. Déjà, on n'a pas la moindre idée de ce que l'on met en signant ces contrats. Par exemple, juste avec ce que vous aimez sur Facebook, juste en cliquant like, on peut à 90% déterminer votre orientation sexuelle, si vous fumez, si vous êtes marié, etc. Donc on diffuse en réalité beaucoup plus d'informations que ce que l'on croit. Mais surtout, ces entreprises jouent sur brouiller les lignes, brouiller la limite entre ce qui est vie publique et vie privée, en vous faisant croire que vous êtes en sécurité et que vos données sont... On ne peut pas les présenter comme des victimes de la supra-organisation américaine. Elles font entièrement partie du dispositif. Elles font partie du dispositif. Elles ne sont pas là pour se défendre, on les invite, elles ne viennent jamais. Il y a une alliance objective, subjective et quasiment signée, et maintenant qu'on sait qu'elle est signée, entre ces grandes entreprises qu'on appelle la bande de BAFA, Google, Facebook, etc., et le gouvernement américain, grand 1. Grand 2, on a une attitude extrêmement expansionniste des Américains qui disent qu'à partir du moment où on a un contrat avec une entreprise américaine, alors on peut être passible de la loi américaine, et donc on a une sorte d'impérialisme juridique. Et on le voit tout à fait particulièrement en ce moment avec tous les débats qui se font justement entre les États-Unis et la Commission européenne à propos de la protection des données, où on voit un lobbying tout à fait intense et qui pose des questions, et là je renvoie à ce que disait le sénateur Bockel, la question de la souveraineté. Est-ce que nous, France, on peut le faire tout seul, cette protection des données? C'est assez difficile. Cela étant, on pourrait imposer éventuellement qu'un certain nombre de fermes de données soient placées sur le territoire français, parce que derrière, il y a la question des fermes de données. Facebook, Google, ils ont des fermes de données. Pour l'instant, c'est des espèces d'hectares de serveurs, etc., qui sont sous leur contrôle. Si c'était en France, déjà sur notre territoire, on aurait peut-être des moyens de contrôle, et au moins des moyens de chantage. Et ensuite, il faut appuyer et soutenir les parlementaires européens pour avoir une position souveraine
au moins au niveau européen, vis-à-vis de ces données qui sont des données européennes, des citoyens européens. D'ailleurs, l'Union européenne a demandé des explications à Washington sur le système PRISM, mais on découvre aujourd'hui que la Grande-Bretagne a quand même puisé des informations dans cette banque de données américaine. Cette histoire date de 1956 ou 57, à l'époque où on a créé le système Echelon, qui était un système d'interception de téléphones, de téléx, etc., par une alliance des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, j'oublie la Nouvelle-Zélande, etc., qui était un système anticommuniste à l'époque, puisqu'il était censé intercepter les communications des méchants espions soviétiques. Par la suite, c'est devenu un système d'espionnage économique. On est dans la même logique. Je rajoute un dernier point. Les données que nous donnons naïvement puissent être exploitées commercialement pour prédire notre sexualité, nos goûts, etc., c'est déjà assez inquiétant. Mais dans le cas présent, c'est du contenu qui a été intercepté. C'est-à-dire que la NSA et le FBI pouvaient savoir ce que les gens se disaient sur Skype ou dans leur mail. Et ça, dans aucune législation du monde, ça n'est acceptable. Mais est-ce qu'ils allaient vérifier? Ils ne peuvent pas écouter toutes les communications. Non, mais ils cherchent des mots-clés. Ils peuvent tout écouter et se poser la question ensuite de chercher dedans. C'est d'ailleurs la stratégie de la NSA. Tout stocker, tout écouter, toujours. Et quand on se pose une question, on pourra remonter dans le temps pour savoir ce que disent un individu. On filtre avec un ordinateur. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on arrive à démanteler certains réseaux terroristes? Encore il y a quelques semaines, Manuel Valls disait en France qu'il faut absolument traquer les islamistes radicaux. Il a bon dos, le terrorisme. Sur Internet, et c'est là les espaces d'endoctrinement aussi. Comme toute question de ce genre, vous avez l'arbitrage entre la sécurité et la protection. Si vous dites protection absolue, d'une certaine façon, vous avez une insécurité absolue de celui qui n'est pas protégé. Et là, en l'occurrence, le débat, il n'est pas entre nous protégeons les Américains versus tous les autres, c'est au nom de protection des citoyens, en fait, je bannis toute leur vie privée, puisque celle-ci n'existe plus, puisqu'elle est d'une certaine façon sous le contrôle du pouvoir. De mauvaises surprises individuellement, je ne sais pas si on pose le pied aux États-Unis. Oui, on peut. On peut être écouté en tant qu'étranger, et le système reste formellement dans le cadre du droit américain, puisqu'il n'est censé écouter que des étrangers. Pour écouter un Américain, il faut un mandat du juge. Le problème, c'est sur Internet, comment vous distinguez un national d'un étranger? C'est une plaisanterie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a toutes ces questions politiques, et le règlement européen sur la protection des données personnelles en est un exemple formidable. On voit ces mêmes entreprises, Facebook, Google et compagnie, avec l'aide du gouvernement US, faire un lobbying intense pour ratiboiser le moindre outil qui pourrait être mis aux mains du citoyen pour reprendre le contrôle sur ses données personnelles. Et là, la France va bientôt devoir prendre position au travers du Conseil de l'UE. Et on attend le gouvernement au tournant. Mais au-delà de ça, il y a cette question qu'on pourrait qualifier de souveraineté informationnelle des individus. Et comment on aide les individus à se tourner vers des solutions qui ne sont pas cette centralisation à outrance qui les met à poil, en quelque sorte, sur Internet, aux mains de ces acteurs de la Silicon Valley. Il y a tout un nombre d'outils, les services décentralisés qu'il faudrait pousser par des investissements publics ou autres. Par exemple, il y a l'utilisation du logiciel libre qui vous permet à tout moment d'être le maître de la technologie plutôt que vous laisser contrôler par elle, et l'utilisation du chiffrement point à point entre individus, embrouiller mathématiquement les communications. Vous êtes vous-même sur Facebook, par exemple? Non, je n'utilise pas Facebook et je chiffre mes communications, mais nous sommes une minorité parce que nous connaissons la technologie. Sans connaissance de la technologie, il n'y a pas moyen de ne pas se laisser contrôler par elle. Et la question Internet du jour, pour le 19h, avec notre partenaire, le nouvelops.com, était celle-ci. Est-ce que vous vous sentez surveillé sur Internet? Et vous avez répondu oui à 69%. Eh bien, messieurs, vous ne nous avez pas rassurés ce soir. Le pourcentage va peut-être continuer à gonfler. Merci beaucoup pour ce débat passionnant sur lequel on reviendra, évidemment. L'Afrique du Sud n'a plus guère d'espoir ce soir pour Nelson Mandela, qui reçoit désormais des soins intensifs. Le héros de la lutte contre l'apartheid a continué aujourd'hui à recevoir des visites, mais il est dans un état toujours plus grave. À 94 ans, l'ancien président de la Réconciliation est victime d'une affection pulmonaire récurrente liée à la tuberculose contractée lors de ses années de détention sur l'île-prison de Robben Island, au large du Cap. Et le pays donc semble s'être résigné à une mauvaise nouvelle imminente. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Je vous retrouve demain dès 18h pour Preuve par 3 avec comme invité l'ancien ministre UMP Bruno Le Maire. Demain, édition spéciale à partir de 9h45 sur les chaînes parlementaires. Vous suivrez en direct la cérémonie d'hommage à Pierre Mauroy aux Invalides en présence du chef de l'État et du Premier ministre. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs. Bonsoir.
En Égypte, le printemps arabe a rassemblé musulmans et chrétiens coptes unis face à l'oppression du pouvoir. Mais face à la montée de l'islam politique, quelle est la place de ces chrétiens aujourd'hui? La seule chose que nous voulons, c'est simplement la démocratie. Depuis le début de la révolution populaire jusqu'à l'élection de leur nouveau pape, itinéraire d'une minorité qui se bat pour le maintien de ses droits. Nous sommes ici pour tendre l'autre joue après avoir été frappés. Le printemps noir des chrétiens d'Égypte, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.